Bonsoir à tous et bienvenue à cette première conférence sur le yoga. Ce soir, notre équipage est composé de Annie et Sandrine à l'animation, Cyril et Georges à la technique. Donc, en cette journée, je vous propose de partager l'expérience d'un passionné de yoga dont le but est de vous informer, de vous aider à mieux comprendre la pratique de cette discipline. Voilà. Annie, peut-être quelques mots sur le déroulé de cette soirée, s'il te plaît. Il est Oui, fort. bonsoir. Donc, Jeff va nous parler dans un premier temps de sa rencontre avec le yoga. Et puis, il enchaînera avec les origines de cette pratique. Il nous parlera des différents types de yoga qu'il enseigne au sein de Mutazen notamment. Et enfin, il parlera du yoga pour la santé et en particulier pour le diabète. Voilà, donc Jeff. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Jean-François Thibault et je pratique le yoga depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, ce soir, cette rencontre est le fruit de ma propre histoire, je précise, de mon chemin et de mon évolution. Et une envie donc de partager l'enseignement que j'ai reçu, cette connaissance et cette expérience. Ce chemin m'est propre. Chaque personne donc qui vient au yoga ont leurs propres raisons, que ce soit pour un travail de souplesse, un travail pour calmer donc l'énergie, le mental et travailler aussi sur la respiration. Je précise qu'il n'y a pas donc de notion d'âge dans le yoga ou de religion pour pratiquer le yoga. C'est avant tout une recherche sur soi-même, une recherche personnelle. Pour mon chemin et mon expérience, il m'a été difficile de faire l'abstraction donc de l'Inde, car ces deux éléments sont liés du fait de son origine. Le yoga donc, me permet de rester dans la verticalité, l'alignement de ce que je pense être naturel pour moi, pour me permettre donc d'harmoniser cette dualité avec le monde intérieur et le monde extérieur, de prendre du recul sur les choses, faire la part donc des choses et de savoir ce qui est important pour moi et de me permettre donc voilà, de me défaire de ce côté matériel. L'important donc pour moi, donc pour cette pratique, c'est de garder cette puissance de connexion avec moi-même, comme je vous ai expliqué, mes valeurs, mes sensations, et de garder cet état vibratoire le plus haut possible qui en ce moment on en a besoin. Et de regarder toujours la positivité ainsi que mon système immunitaire au plus haut. Aujourd'hui, donc, j'ai pris la décision de me consacrer uniquement qu'au yoga et à la transmission de cette pratique et de laisser de côté mon premier métier, car je suis coiffeur de premier métier, sans me soucier donc des commentaires de la famille ou des amis ou de la société qui auraient pu me faire douter donc sur mon choix. Avec le recul, même si je n'aime pas donc regarder donc en arrière, je suis très heureux de cette décision et de la voie donc, que j'ai prise pour cet immense bonheur. Donc, ma rencontre avec le yoga, elle s'est passée donc sur deux plans. Le premier résulte que j'avais besoin en moi d'être en relation avec tout ce qui m'animait, tout ce que je ressentais, aussi bien vibratoire, énergiquement ou spirituel, et faire une pause sur un instant T. Ma deuxième rencontre, et de là, donc, j'ai commencé donc un travail sur moi, sur des ateliers de méditation qui m'ont permis donc de trouver ce calme sur un plan émotionnel et sur un plan mental. Et parallèlement donc à la méditation, j'ai commencé donc à assister à des cours de yoga. J'ai tout de suite ressenti cette plénitude et un réel plaisir à conjuguer donc les deux. De là, et par le biais donc de mon métier, je suis partie donc m'expatrier en Inde. Donc, j'étais coiffeur donc en Inde pour une grande marque donc française et j'ai découvert en Inde les ashrams et les cours de yoga Shivananda qui m'ont permis de commencer une formation
pas pour devenir prof de yoga tout de suite, ce n'était pas le but initial, mais une formation donc pour me donner les outils pour être ce que je suis et pour me construire dans la vie, pour avancer dans la vie. Donc, cette expérience avec l'ashram Shivananda dans le Kerala, puis en métropole, puisqu'il y a différentes ashrams dans le monde, surtout les ashrams Shivananda, puisque c'est donc de ma formation. Donc, cette rencontre m'a demandé beaucoup d'efforts, des moments où j'étais donc en face de moi avec la réalité, avec mes peurs, mes soucis. Et tout ceci, donc, c'est vraiment imbriqué et est devenu un travail de tous les jours. Donc, vraiment, le yoga, pour moi, dans ma vie, c'est comme un laboratoire, une soif de connaissance des traditions, de ma propre connaissance, de mon corps, avec ses limites, une prise de recul, la maîtrise de l'observation de mon souffle et de mes sensations. J'ai installé donc un rythme de travail à peu près de 2 heures, 2 heures et demie tous les jours, tous les matins, et suivant un code bien précis, avec une lecture des Yoga Sutras, qui sont les 8 piliers du yoga. Ces 8 piliers donc, du yoga sont vraiment, comment dirais-je, un chemin pour trouver donc, la voie du yoga. Les 8 piliers dans le yoga, je vais faire bref parce que il y a beaucoup de choses à dire donc, sur ces piliers. Donc, il y a 8 piliers, Yama, qui correspond aux règles sociales ou le juste relation avec l'environnement social. Ça part de la non-violence, de la vérité, de ne pas, comment dirais-je, commettre des vols. Donc, il n'y a pas, c'est pas, comment dirais-je, porté sur le bien ou le mal, mais c'est simplement être en relation vraiment avec un code, comment dirais-je, social. Ensuite, il y a les niyamas, donc les règles personnelles d'autodiscipline, la pureté du corps, le contentement, se contenter de ce que l'on a, le travail acharné, puisque dans le yoga, si on veut réussir à quelque chose, ben, il faut frapper fort, il faut ouvrir les portes, ça s'appelle le tapas. Ensuite, donc, il y a l'étude des textes et la compréhension de soi-même. Et ensuite, donc, le lâcher-prise, puis les asanas, la méditation et la respiration. Donc, voilà en gros comment est articulée ma sadhana, donc de tous les jours, de tous les instants, que je répercute donc, sur mes cours collectifs. Les yogas, donc sutras, comme je vous l'ai dit, sont répertoriés donc, en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la voie à suivre, ce qu'on pourrait dire le samadhi pada, donc aller vers le samadhi. Le deuxième chapitre, c'est le moyen d'y arriver, donc la stratégie. Donc, elle va passer par les asanas, les postures, elle va passer par la méditation, elle va passer par les techniques de respiration. Ça va nous permettre donc de lâcher tout ce qui nous encombre, de ces souffrances, de cette ignorance. Ensuite, nous avons le troisième chapitre dans les Yoga Sutras qui sont Vibhuti Pada, et donc c'est vraiment cette délivrance de la dualité, cet état de puissance, d'énergie et de, comment dirais-je, de rayonnement et de joie. Et donc dans ce troisième chapitre, il y a Dharana, donc la concentration qui en fait partie. Il y a Dhyana, la conscience pure, parce qu'il ne faut pas confondre avec l'intellect, la conscience. Donc, c'est des choses vraiment, vraiment très différentes. Et ensuite, donc, il y a l'apogée, donc le samadhi, l'union, donc ce qu'on peut appeler avec l'absolu. Et donc là, je fais une petite parenthèse. Chacun y met ce qu'il veut dans l'absolu, puisque dans le yoga, on ne peut pas y mettre une notion de religieux parce qu'on se retrouve avec un public cosmopolitain. Donc, il y a vraiment, vraiment, dans l'absolu, on y met, j'allais dire, ce que domine le monde. Voilà. Et donc, le quatrième chapitre, c'est plus, comment dirais-je, la reprise des trois pour affiner vraiment, vraiment donc, ce travail, pour apporter cette délivrance et cette suprême liberté.
Donc, cette sadhana, avec le recul, en vaut bien la peine. C'est vrai que c'est des efforts de chaque instant, de tous les jours. Je suis prof de yoga, mais je suis humain et il m'arrive des fois donc de déraper, mais très vite, voilà, j'arrive à prendre du recul et en me disant, voilà, sans me dire c'est bien ou c'est mal, sans me juger, mais vraiment en me disant, en cherchant pourquoi j'ai réagi comme ça. Et souvent, bon, il y a un vieil adage, on voudrait des fois se mordre la langue avant de partir sur des grands chevaux. Bon, voilà, donc cette sadhana, elle me procure vraiment cette énergie, ce recul, une santé physique et mentale, puisque les deux sont liés. Quand le physique ne va pas, le mental ne va pas. Et quand le mental ne va pas, eh bien, le physique non plus ne va pas. Il faut dire aussi que je suis donc dans cette sadhana, dans cette pratique du yoga, ça nous permet donc vraiment d'avoir une santé au maximum. Et donc depuis que j'enseigne et depuis que j'ai vraiment cette rigueur de travail, je peux compter sur une main les fois où je suis grippée, où je suis enrhumée. Il y a vraiment cette notion donc, de pureté physique, mentale. Voilà, c'est également une école, j'allais dire, sur l'humilité, le respect et la découverte donc de soi. Voilà comment commencent donc mes journées, si je peux dire, car je ne peux pas vraiment enseigner le yoga si je ne suis pas moi-même l'explorateur de ce que je vais enseigner. Il vaut mieux enseigner vraiment ce que l'on connaît, sans vouloir s'aventurer sur des pentes donc dérampantes, parce que vraiment le yoga est très 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 complexe. Il y a beaucoup beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de gens donc qui parlent du yoga avec sérieux. Donc voilà, donc il faut vraiment s'enrichir de connaissances et cette sadhana, ce n'est pas une sadhana pratique, mais c'est vraiment une sadhana, donc j'allais dire de connaissances. Et je me guide et je me fais guider vraiment par les enseignements de Tara Michael, qui est, comment dirais-je, une chercheuse et quelqu'un donc qui a une personne qui a vécu énormément en Inde et qui a su décrypter, déchiffrer cette vraiment connaissance du yoga, autant sur un plan spirituel que physiologique et mental. De cette pratique acharnée, j'allais dire, que je m'impose, même si c'est avec plaisir et joie, il y a donc l'impact sur la nourriture. Et d'un garçon, j'allais dire, très viandard, puisque moi j'arrive donc, je suis originaire du sud-ouest donc de la France, et j'arrive dans une région où on mangeait énormément de viande. Donc, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vu que ma nourriture comment dirais-je, j'allais employer le mot s'éclaircissait, mais ma nourriture devenait de beaucoup plus légère et de beaucoup plus équilibrée. Donc, aujourd'hui, je suis à 100% végétarien. Donc, parfois, c'est compliqué donc, de trouver, comment dirais-je, l'équilibre et l'apport de nourriture par rapport aux protéines que la viande pourrait nous procurer, mais on y arrive énormément en consommant donc des protéines végétales, beaucoup de grains. On est bien sûr à La Réunion, donc on ne peut pas se passer donc, de grains. Donc, tout ceci nous apporte énormément de protéines. J'évite de manger donc, tout ce qui est raffiné. Le riz blanc, je n'en mange pas du tout. Donc, je mange beaucoup donc, de choses de nourriture complète, les pâtes complètes, le riz complet, parce qu'il y a beaucoup de nutriments dans ces deux aliments. Beaucoup de sarrasin, de quinoa. Donc, vraiment, mon alimentation est devenue à 100% végétarien. Alors, bien sûr, je ne suis pas un végétarien obtus, hein, parce que, bon, on ne peut pas imposer sa ligne de conduite et sa façon donc d'entretenir sa santé. Je dis bien entretenir sa santé. Et donc, parfois, si je suis invité chez quelqu'un, eh bien, si la personne ne sait pas que je suis végétarien, je n'en fais pas un monde. Eh bien, voilà, je mange ce qu'il y a. De toute façon, dans le bouddhisme, et quand vous voyez les moines, j'allais dire, se promener avec leur bol, bien sûr, dans le bouddhisme, il y a la notion de végétarisme, mais on ne doit pas refuser
ce que l'on nous propose et ce que l'on nous offre. Donc, voilà un petit peu aussi pour parler donc, de cette prise de conscience sur la nourriture. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un souci à se faire par rapport à la nourriture. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'agroalimentaire, les grandes surfaces ou quoi que ce soit, mais je pense que même avec un petit budget, on peut arriver quand même à pouvoir équilibrer son alimentation et faire en sorte d'avoir quelque chose de sain. Donc voilà. Je vais donc vite faire un aperçu donc, de ma formation. Donc, je suis professeur de Hatha Yoga, de Yin Yoga et de Yoga Nidra. Ma formation a été suivie avec 2 écoles, Shivananda, et je l'ai complémentée avec l'école française de yoga de Christian Tikhomirov. Et ensuite, donc, j'ai suivi donc, une formation de pranayama. Le pranayama, c'est, j'allais dire, l'art du souffle, la maîtrise du souffle. Donc, c'est cet enseignement, donc, aussi bien Shivananda, Tikhomirov, la pratique du pranayama et le yoga nidra, donc, nous donne, j'allais dire, et du yoga nidra et du yin yoga, nous donne vraiment un panel pour pouvoir nous positionner sur un mode de vie le plus sain, le plus calme et j'allais dire le plus pur dans notre recherche personnelle. J'ai pris du temps avant donc de, comment dirais-je, de devenir professeur de yoga, mais ça m'a permis de m'apercevoir qu'il fallait à mon tour que je puisse semer ces quelques graines de l'éveil que l'on m'avait donc permis de découvrir. Donc, tous les jours, même, j'apprends grâce à mes élèves et grâce donc à tout ce que je peux donc découvrir par la lecture, par les conférences avec qui je suis en ligne pour pouvoir consolider vraiment cette formation et cette, comment dirais-je, aventure du yoga parce que vraiment le yoga est une aventure et ça en vaut bien le coup. Donc, je disais, la route est longue, mais elle est savoureuse. Donc, je me positionne vraiment comme un explorateur pour la compréhension et la dimension que le yoga met à notre disposition. Donc, un travail corporel, un travail énergétique qui est très important. Il travaille aussi sur la structure énergétique parce que dans la notion du yoga, les gens ne voient que le corps, mais il y a vraiment cette notion d'énergie, de structure énergétique. En 3 mots, elle est constituée de la Kundalini, donc cette énergie qui est, comment dirais-je, endormie à la base de la colonne vertébrale. Donc, il faudrait plus d'1 heure pour en parler. Il y a dans cette structure énergétique aussi la notion de chakra, de roue d'énergie, qui sont dans le yoga principal nommés sur 7 roues d'énergie, mais il y a des chakras dans tout le corps. Et ensuite, il y a la notion de nadi, des canaux énergétiques, d'où la Sushumna en fait partie. Donc voilà. Et ensuite, donc, il y a vraiment cette notion, j'allais dire, de la maîtrise de la respiration. Donc, le yoga donc, n'est vraiment pas du tout postural. Il est complet avec tout ce que je viens de vous indiquer. Et en plus, on le peaufine avec ce qu'on appelle donc des mudras et des bandhas et des mantras. Donc, les mudras, ce sont des gestes. On peut les symboliser par le geste de la main, Shin Mudra. L'index et le pouce joint, c'est un signe de connaissance. Il y a aussi donc les bandhas. Les bandhas, ce sont des verrous. Il y a 3 verrous principaux, le verrou de la base, le verrou du centre et le verrou de la gorge. Et ces verrous sont là donc pour, comment dirais-je, canaliser l'énergie, de faire en sorte que l'énergie ne soit pas dissoute, comment dirais-je, ne soit pas dissoute n'importe où dans le corps parce qu'on peut amener vraiment cette énergie là où on veut avec le mental. Donc voilà. Et donc par la suite aussi donc cette pratique de respiration très puissante. Voilà. Donc j'espère que je ne suis pas trop long et que je ne vous enivre pas avec toutes les explications,
Mais voilà, c'est vraiment pour la compréhension donc, du yoga. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de uniquement postural. Il y a vraiment cette notion, j'allais dire, énergétique qu'il ne faut pas oublier, cette notion donc de puissance, de cette notion de guerrier, pas de guerrier pour aller tuer le monde extérieur, mais le guerrier pour aller tuer, j'allais dire, ou du moins pour nettoyer tout l'espace interne que nous avons, pour nettoyer notre ignorance, puisqu'on est quand même souvent, comment dirais-je, noyé par l'ignorance, et notre première ignorance, c'est notre ignorance donc personnelle. Voilà, donc comment en gros donc, je définirais donc, le yoga pour terminer donc, cette première partie. Je le définirais comme l'union du corps et de l'esprit, une science appliquée, parce que pour moi, le yoga, c'est vraiment une science, comme je vous l'ai dit, la connaissance de soi, la connaissance des textes, bien sûr, parce que le yoga fait partie donc de l'origine intacte et pure de l'hindouisme. Et donc, il y a vraiment, vraiment une relation avec cette notion. Il y a vraiment aussi la notion de spiritualité qui est complètement différente de la notion donc, de religion. La religion, c'est personnel, c'est une chose. La spiritualité aussi est personnelle, mais c'est quelque chose, j'allais dire, de beaucoup plus profond, la spiritualité. Et c'est pour venir chercher le calme. On peut trouver aussi le calme dans la religion, mais je ne vais pas m'aventurer dans la religion non ce soir. Donc, c'est aussi une prise de conscience et une prise en charge, j'allais dire, de l'être dans sa globalité. Un travail, comme je vous l'ai dit, respiratoire, car la respiration a un énorme impact donc, sur le physique et le mental. Vous pouvez bien voir quand vous êtes déprimé, eh bien, le corps a mal partout. D'accord. Et des fois, quand le corps a mal partout, eh ben, vous vous dites, bah, zut, bah, j'ai mal aux pieds, je ne peux pas avancer, et donc vous dégringolez un petit peu dans la sphère. Et donc voilà, donc il y a vraiment aussi cette notion voilà, d'influence que aussi la respiration cause. Donc, si vous avez un diaphragme qui est complètement bloqué, eh bien, vous allez respirer qu'avec un tiers de la poitrine plutôt que de respirer avec une respiration, j'allais dire, de type yogique qui se divise en trois parties, la respiration abdominale, la respiration thoracique et la respiration claviculaire. Donc, qui fait vraiment partie de notre cheminement et qui fait partie vraiment de cet alignement que l'on doit avoir. Même quand vous êtes assis au bureau, vous voyez, moi ce soir, j'ai préféré m'asseoir sur mon coussin de méditation plutôt que de m'asseoir sur une chaise. Même si vous êtes assis sur votre bureau, pensez toujours la verticale de la colonne vertébrale, c'est vraiment positionner le souffle naturellement. Et de là, vous allez avoir vraiment une respiration qui va s'induire très facilement, une respiration abdominale. Puis, vous allez avoir le diaphragme qui va commencer à se dilater, l'ouverture de la poitrine, et vous allez voir que vous allez passer une superbe journée, moins de tension, moins de stress. Voilà. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, les asanas. Donc, les asanas, ce sont les différentes postures qu'on peut donc rencontrer dans le yoga. Alors, sachez que quand on regarde souvent donc, des vidéos, on regarde souvent des vidéos et qui parlent, et c'est l'ego qui parle. Quand vous voyez, alors je ne dis pas que, comment dirais-je, je ne peux pas me mettre en vidéo et présenter des postures très, très, très avancées, mais ça n'a pas de but. Je pense que venir au yoga, même si on fait les premières postures, j'allais dire les postures de base, il y en a à peu près 88 postures de base, c'est déjà très, très bien. Et vous allez pouvoir, dans les 88 postures, dans les 88 asanas, donc vraiment travailler votre corps dans l'ensemble, c'est-à-dire aussi bien des flexions en avant, des flexions en arrière, et vous allez travailler votre colonne vertébrale dans tous les sens. Vous allez travailler la respiration. Et moi, je dirais que les asanas, pour moi, c'est comme si c'était un obstacle, mais un obstacle qui n'est pas, comment dirais-je, qu'on ne peut pas franchir. Bien au contraire. Dans les asanas, on se pose vraiment, on cherche déjà, la route de la posture, parce que chacun a son corps et chacun a son histoire. Donc, on présente une posture. Chacun donc essaie de prendre la posture toujours dans l'intégralité de son corps pour ne pas venir se mettre en danger. Et quand cette posture est vraiment dans son alignement, eh bien là, tout se déclenche. La verticalité,
et la respiration. Ce sont les deux mots, j'allais dire, d'ordre principal pour pouvoir réussir, comment dirais-je, une aventure dans le yoga, verticalité et respiration. Voilà. Ensuite, bon, nous avons la relaxation en fin donc, de séance. Voilà, donc ce sont à peu près donc, les phases donc, du yoga. Alors, quelles sont les écoles? Moi, je vais vous présenter simplement les écoles que j'ai suivies. C'est Shivananda, Tikhomirov. Je m'aide beaucoup de Iyengar pour tout ce qui est donc alignement, puisque le yoga Iyengar a une particularité sur vraiment l'alignement, respecter l'alignement des postures. Pourquoi on met le petit doigt là? Pourquoi le genou? Pourquoi ceci? Pourquoi on plie le genou à 90 degrés pour le laisser, j'allais dire, passif et la jambe de derrière plus tendue pour l'action dans certaines postures. Donc voilà, donc il y a le yoga Iyengar vraiment a une action, j'allais dire, presque thérapeutique. D'ailleurs, il y a eu un film donc sur le yoga où il était démontré dans ce film les bienfaits donc du yoga Iyengar. Nous allons passer donc à l'origine donc du yoga, donc très controversée, l'origine du yoga. Il y a des gens qui disent que l'origine du yoga est, comment dirais-je, l'apanage de Patanjali. Non, moi je dirais non. Patanjali donc n'a fait que codifier ce qui existait déjà. Le yoga, donc, suite à donc, des recherches, le yoga nidra, le yoga donc, part donc, de la vallée de l'Hindou. La vallée de l'Hindou, donc, ce que donc, nous rapportent les archéologues, la vallée de l'Hindou est donc une partie qui se situe, on le voit dans la carte, je pense, sur la carte, on peut faire voir la carte. Voilà. La vallée de l'Hindou, donc, c'est aujourd'hui le Pakistan. Et donc, la vallée de l'Hindou, donc, elle se situe au nord, donc, au nord-ouest de l'Inde. C'était cette, comment dirais-je, région était donc inspirée donc, par le yoga. Et au niveau de ces régions, on a retrouvé des vestiges apparentés au yoga. Donc, ces vestiges remontent à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ. Et ces vestiges se retrouvaient donc dans comment dirais-je, dans la région de Mohenjo-Daro et Harappa, donc les deux capitales. Et ces objets que nous avons retrouvés, c'était des statues représentant une déesse, la déesse dans Mère divine. On pourra vous faire défiler donc les diapos. Et donc cette Mère divine, voilà, donc vous l'avez à droite de votre diapo, les deux statuettes. Donc elles peuvent être apparentées à la déesse Shakti de l'hindouisme, la déesse Shakti qui est donc l'énergie, qui représente l'énergie. Ensuite, ils ont retrouvé des figurines d'un dieu à tête cornue que vous avez, je suppose, à gauche de votre écran, assis en posture de lotus et qui laisse penser donc, à une représentation de Shiva. Donc Shiva, bien sûr, on ne peut pas donc, le dissocier du yoga parce qu'il fait partie donc, du yoga, il fait partie aussi donc, de l'Inde. Shiva, donc, c'est la création et la destruction à la fois. Création et destruction, pas dans le sens, j'allais dire, mauvais du terme, hein. Destruction pour le renouveau. Voilà, il faut bien mettre ça en tête, la notion donc, de cette destruction pour le renouveau. Et nous avons donc ils ont trouvé aussi, je me mélange aussi avec les archéologues, je ne suis pas archéologue, et ils ont retrouvé aussi donc des traces de linga, vous l'avez à droite donc de l'écran, et le linga est, comment dirais-je, représenté en forme phallique et représente donc Shiva, donc la création, donc j'allais dire du monde, si on peut dire. Donc voilà, donc c'est toutes ces comment dirais-je trouvailles nous font penser donc vraiment que le yoga a existé vraiment à cette époque, à peu près donc 2500 ans avant Jésus-Christ, avant que Patanjali les codifie.
Donc, cette civilisation était établie au bord du fleuve Sarasvati. Et malheureusement, cette civilisation a bougé quand le fleuve a disparu pour des raisons climatiques. Donc, cette civilisation a immigré donc, vers l'Inde. Vers l'Inde. J'ai oublié de préciser que donc, cette civilisation, cette communauté était vraiment organisée donc, sur un concept de vie spirituelle, sur les principes donc, du yoga, de la tolérance, de la sagesse, de la non-violence et du respect de tous les êtres vivants. Pas seulement les hommes et les femmes, mais tous les êtres vivants. Et cette civilisation, donc, elle parlait, j'allais dire, un proto-sanskrit, c'est-à-dire une première approche donc, du sanskrit. Et avec cette disparition de, j'allais dire, de Sarasvati, donc du fleuve, et de la disparition de cette civilisation qui s'est mélangée donc ensuite avec l'Inde, y est arrivé donc la naissance des Védas, les textes donc sacrés qui accompagnent le yoga. Donc là aussi, il me faudrait toute une journée pour parler donc des Védas et notamment donc des Yoga Sutras de Patanjali qui me permettent donc de suivre mon cheminement. Les Yoga Sutras de Patanjali, on pourrait les résumer en un chemin de vie, comment dirais-je, un code donc de conduite à suivre pour la compréhension de soi et la compréhension donc du yoga. Pour revenir donc au Veda et donc à l'existence donc du Veda par rapport donc à cette découverte donc de l'Hindou, de la vallée de l'Hindou, qui nous a mené donc à l'existence donc des Védas. Donc les Védas, tels que vous les connaissez ou peut-être que vous en avez entendu parler, y est ressorti donc cette notion de la société de l'hindouisme ou de la société de l'Inde, divisée donc en 4 varnasas ou 4 castes, si je peux dire, donc 4 classes sociales, si je peux être plus simple. Les brahmanes, donc les prêtres, les kshatriyas, qui sont des guerriers, les vaishyas, qui sont des artisans, des commerçants ou des hommes d'affaires. Et ensuite, donc, les sutras, principalement donc, des serfs et principalement attribués à l'agriculture. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur l'origine du yoga. Ensuite, il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé d'amener donc le yoga tel que l'on le connaît aujourd'hui dans le monde. Il a commencé aux États-Unis exactement en 1893 avec l'arrivée de Vivekananda, que vous avez à gauche de votre écran, un philosophe indien, et il était disciple donc d'un grand maître qui était Ramakrishna, où on doit vraiment tout cet enseignement sur le yoga, un enseignement philosophique également, et surtout aussi sur les textes du yoga. Et donc, Vivekananda, en 1893, est arrivé au Parlement des religions à Chicago, où il sut imposer la pensée indienne. Puis, donc, il est revenu quelque temps après sur Paris, et donc là, apparemment, peut-être que les Français sont plus ou moins, comment dirais-je, prudents, curieux, ou ont peur de tout ce qui arrive, j'allais dire, d'un pays méconnu à l'époque. Et en 1895 et 1900, donc, il a réitéré, donc, comment dirais-je, cette pensée, j'allais dire, indienne. Et là, donc, il a fait un flot total. Et donc, cette pensée en France n'a pas eu l'impact donc qu'il avait escompté sur cette démarche philosophique du yoga, cette démarche, j'allais dire, spirituelle, cette approche de comment, j'allais dire, comprendre le corps. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que l'Asie a une vision complètement différente de la France par rapport au corps. Donc, en Asie,
comment dirais-je, on n'a pas peur donc de travailler son corps, même si on travaille dehors avec, par exemple, du qigong ou du tai chi. Donc, ce n'est pas une notion de voyeurisme ou quoi que ce soit. En France, dans ces années-là, donc le corps était quand même assez puritain, donc de notre peut-être vision donc du corps. Et donc c'est en 1957 que un certain Swami Vishnu-Devananda atteint donc les côtes californiennes, plus ensuite au Canada, avec la mission, c'est sur la diapo suivante, avec la mission donc de faire donc découvrir, vous avez Swami Vishnu-Devananda donc à gauche, en haut c'est ses dates de naissance, à gauche, et donc il est arrivé donc en route donc pour la paix, sur les côtes californiennes et ensuite sur le Canada, donc pour diffuser cette notion donc très large donc du yoga. Faut savoir aussi que le groupe Shivananda, donc l'école Shivananda, est basée vraiment sur les Vedanta, sur aussi les textes sacrés, sur cette connaissance spirituelle. Et de là, donc cette mission donc, du yoga a pris un essor incroyable. Et de là, il commençait donc à s'ouvrir certaines écoles. Mais le pic de la popularité, si je peux dire, donc, du yoga, si on peut le rendre populaire, est parti des années 60-70 du festival mythique de Woodstock, quand les Beatles sont arrivés, des stars bien sûr, sont arrivés avec leur maître spirituel, parce qu'ils étaient déjà tournés, eux, vers cette notion de spiritualité. Peut-être par le fait qu'ils appartenaient peut-être à une certaine catégorie du monde de hippie, puisqu'on certainement on a souvent associé le monde du yoga avec une catégorie de personnes, à tort bien sûr, hein, puisque le yoga, il ne faut surtout pas le catégoriser. Et donc, ils sont arrivés avec leur maître spirituel et ils ont donc commencé à enseigner donc ou à proposer des grandes méditations. Et de là, donc, tout a émergé et on a pu donc voir donc, des centres et des écoles de yoga donc, s'ouvrir. Voilà un petit peu pour l'origine du yoga, l'arrivée du yoga donc, en France et en Europe. Voilà comment on s'est cheminé un petit peu donc ce parcours origine à aujourd'hui dans du yoga. Souvent, on me pose la question, comment choisir le yoga et quel yoga choisir? Grand, vaste sujet. Ben, je dirais, suivant vos aspirations et suivant ce que vous attendez. Ce que vous attendez donc de votre pratique et du travail que vous voulez faire sur vous. Est-ce que vous recherchez de la détente? Est-ce que vous recherchez quelque chose de doux pour vous pacifier? Est-ce que vous recherchez du dynamisme? Est-ce que vous mettez aussi dans la balance vos capacités physiques? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si j'ai vraiment une phrase qui me dit que le yoga doit s'adapter. Ce n'est pas l'élève qui vient au yoga, mais c'est le yoga qui doit s'adapter. Mais il y a quand même aussi un paramètre donc à prendre en compte qui est, j'allais dire, l'état physique dans lequel on va commencer le yoga. Donc, il ne faut pas se tromper, j'allais dire, de quel yoga on veut donc instaurer. Donc, il y a des yogas très, très, très dynamiques. Et donc là, c'est de l'ordre vraiment du physique parce qu'il faut conjuguer le souffle, la respiration et c'est un flow incessant puisque les postures s'enchaînent. Et il y a des yogas beaucoup plus, j'allais dire, doux, comme le yoga sur chaise. Il y a les yogas, j'allais dire aussi, d'introspection, où on prend les postures tout dans un état méditatif, comme le yin yoga. Il y a le yoga nidra, qui est un yoga, j'allais dire, de réparation. Le yoga nidra, c'est un yoga, on peut l'appeler aussi yoga du sommeil, mais il ne doit pas induire le sommeil. Ce n'est pas grave si on s'endort, mais le but du yoga, c'est vraiment de, comment dirais-je,
d'endormir le corps physique tout en gardant l'éveil de la conscience. Donc voilà, donc il ne faut pas se tromper, j'allais dire donc de yoga. Donc voilà, donc ma réponse, elle est très simple, c'est suivant vos convictions et suivant donc vos attentes et du point de départ pour commencer, j'allais dire, une activité physique, même si le yoga n'est pas un sport, je répète, même s'il a une notion, j'allais dire, de travail corporel, c'est une recherche, j'allais dire, spirituelle à la fois et corporelle en même temps. Voilà. Donc, les différents yogas que j'enseigne, pour revenir un petit peu sur la question quel yoga pratiquer, j'enseigne donc le Hatha Yoga. Hatha Yoga, Hatha veut dire soleil, yoga veut dire lune. Donc, c'est vraiment cette union entre, j'allais dire, deux opposés ou l'union entre le corps et l'esprit ou le corps et le mental. Donc, c'est vraiment cette recherche pour harmoniser donc, ces deux principes, de stabiliser le tout. C'est une hygiène corporelle que peut amener aussi le yoga nidra, le hatha yoga. En effet, il a un impact sur l'étirement, sur le relâchement donc, des muscles et des tendons. Il accélère la vascularisation, la fluidité des articulations, les disques intervébraux, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la verticalité de la colonne vertébrale, et c'est bien ça, cette recherche, de vraiment chercher cette verticalité, de faire de l'espace entre chaque vertèbre. Il, comment dirais-je, il permet d'avoir une bonne osmose avec les cartilages, les tendons et les os. Et surtout, il a une action sur les organes et la respiration qui sont vraiment la conséquence de notre santé. Et bien sûr, la nutrition bien, qui en fait partie parce qu'au fur et à mesure, comme je l'ai expliqué, que nous avançons dans le yoga, pour certaines personnes, eh bien, la nourriture varie. Donc, sans bien sûr tomber dans le végétarisme comme moi, mais il y a vraiment souvent une notion de rééquilibrage alimentaire. Donc voilà. Donc les postures doivent être prises toujours dans tous les yogas, sans contrainte et sans danger et sans effort, et tout en respectant donc ses limites personnelles et mentales. Donc vraiment un recentrage sur soi, un travail de souplesse, de calme, d'articulation, de détoxification du corps, des organes, parce que dans certaines pratiques, par exemple, Paschimottanasana, qui me vient donc à l'esprit, c'est une flexion en avant où on vient amener le buste, on est donc assis avec les jambes allongées et on vient amener le buste vers donc les cuisses. Cette flexion, elle arrive depuis les hanches et bien sûr, il y a une compression de l'abdomen. Et dans cette posture, ça nous permet également, par le biais de la respiration, d'un massage des organes internes. Qui dit massage des organes internes, dit vraiment détoxifier le foie, détoxifier la rate, impulser vraiment peut-être des fois un feu digestif qui nous permet vraiment d'activer peut-être un processus sur la digestion. Bien, l'équilibrage du souffle et un travail sur le système énergétique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, la structure énergétique, je le rappelle, elle est combinée avec donc les nadis, les chakras et bien sûr cette fameuse Kundalini, l'axe central que nous avons à l'intérieur de la colonne vertébrale. Le Yin Yoga, donc pour parler donc du Yin Yoga, est un yoga très doux, introspectif, méditatif sur la diapositive suivante. C'est un recentrage. Il nous apprend à ralentir, à pacifier aussi donc notre souffle. Ce sont des séries de postures tenues dans la durée, puisque le Hatha Yoga travaille, lui, sur la notion, j'allais dire, os, muscle, j'allais dire grosse ossature. Et la notion donc du Yin Yoga travaille sur les tissus conjonctifs, tout ce qui est caché, la part lunaire, ce qu'on a enfoui en nous.
Et donc, ces tissus conjonctifs, ils se résultent simplement au niveau des tendons, au niveau des ligaments et au niveau des organes. Et donc, pour vraiment travailler dans cette notion d'introspection, dans cette notion donc de profondeur, on doit tenir les postures le plus longtemps possible. On peut partir d'une posture tenue de 3 minutes jusqu'à 5 minutes. Et c'est vraiment cet état, j'allais dire, de lâcher que l'on commence à observer. Donc, ce n'est pas compliqué dans le yin yoga. Si le hatha yoga a vraiment une notion d'alignement, comme le yoga Iyengar que je me sers pour ma pratique et mon enseignement, dans le yin yoga, j'allais dire, il n'y a pas d'alignement recherché. Parce que chacun a son corps, chacun a son histoire. C'est simplement de chercher la route de la posture, je dis bien la route de la posture, pour trouver les premières sensations. Est-ce que ce sont des sensations de tension? Est-ce que ce sont des sensations de compression? Il faut vraiment faire la notion entre sensation et compression. La sensation d'une tension, ça peut être par exemple la peau qui se tend, ça peut être les muscles ou les tendons. La sensation de compression, elle peut avoir plusieurs impacts. La compression de 2 os, malheureusement, là, il va falloir mettre, si vous voulez, en route la notion d'acceptation, puisque par exemple, dans la hanche, col du fémur, eh bien, malheureusement, si le col du fémur et le fémur, donc c'est une cuillère qui reçoit, j'allais dire une louche qui reçoit le manche ou le manchon. Donc, si cette compression ou si cette articulation est physiologiquement, j'allais dire, étroite, eh bien, la compression, elle devient rapide. Et si quelqu'un est très flex et que, je veux dire, cette articulation est assez large, bien sûr, la compression, on ne peut pas l'avoir tout de suite. Donc, il y a vraiment cette notion d'acceptation et pas de résilience. L'acceptation, c'est de se dire, oui, je suis dans la posture, oui, la posture me fait des effets, oui, je ressens toutes ces sensations et je suis quand même dans la posture. Donc, il y a vraiment dans le yin yoga cette notion donc, de lâcher prise et cette notion d'introspection et de méditation. Le yoga nidra, donc, est un vaste sujet. Tout le monde dit que c'est de la relaxation pure. Non, le yoga nidra n'est pas de la relaxation pure. Le yoga nidra est le yoga donc, du sommeil. On peut l'appeler comme ceci, le yoga du sommeil. C'est un yoga qui nous permet de rentrer dans un sommeil profond et d'être entre le rêve et les sensations, entre le sommeil et le rêve. Donc, il y a vraiment cette dimension, j'allais dire, du fil, hein, du fil. Et c'est cette notion donc j'allais dire du rejet du corps. Non, on ne rejette pas le corps, mais de ce relâchement total du corps, presque comme s'il ne nous appartenait plus. On relâche notre structure, j'allais dire, physique sur le tapis pour ne garder simplement que la notion, j'allais dire, de conscience. Et dans le yoga nidra, donc, c'est ce cheminement de conscience qui nous permet donc de rester vraiment dans cette profondeur de bien-être, j'allais dire presque de béatitude et de relâchement total. Alors, comment consiste ce yoga nidra? C'est très, très simple. Il n'y a pas proprement dit de posture avant pour préparer le corps. Quoique, on peut très bien amener, par exemple, le yoga nidra dans une posture qui est, par exemple, la posture de l'arbre, où on est en équilibre sur un pied, et demander donc comment dirais-je, à l'élève ou au pratiquant de s'endormir sur un pied. Et ça nous permet donc d'essayer de trouver ce point d'équilibre et de vraiment se caler sur la respiration et se caler vraiment donc sur, j'allais dire, l'espace interne que nous avons, cet espace vide à la fois et complet à la fois. Et donc voilà, donc le yoga nidra peut être amené avec quelques préparations de posture, mais elles sont vraiment très, j'allais dire, très succinctes et très faciles à réaliser pour nous amener vraiment à la grande séance, qu'on peut appeler la grande séance, où là, on est vraiment
couché en savasana, la posture donc, du cadavre, qui est l'une des postures les plus dures. On pense que la posture allongée est la posture la plus simple, mais dans la posture donc, de savasana, la posture donc, de relaxation, même un cil ne doit pas bouger. Donc, pour vous dire que c'est la posture la plus difficile. Et donc, dans cette posture de savasana, donc, on vient donc par le biais, j'allais dire, d'un travail et par le biais de guidance, puisque en tant que professeur de yoga, on va guider la personne qui prend la séance de Yoga Nidra et on peut très simplement la guider, par exemple, sur un travail sur les 5 sens. Par exemple, un travail sur la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et d'y poser donc des images. Et par exemple, dans cette séance sur les 5 sens, on va peut-être partir d'un âge. On va partir de l'âge de 3 ans, mais dans cette notion donc d'âge, on ne va pas mettre d'âge de fin, puisque dans une séance, il peut y avoir des gens qui ont 70 ans ou des gens qui ont 20 ans. On va tout simplement donner une date d'âge à aujourd'hui. Et dans cette séance, par exemple, sur les 5 sens, on va permettre à la personne de commencer un voyage et d'explorer par les 5 sens, donc la vue, le goût et le toucher, par rapport à différentes stratifications ou différentes étapes donc, de notre vie et de notre parcours. Bon, voilà comment on peut amener le Yoga Nidra. Il y a d'autres aussi séances pour le Yoga Nidra. On peut très bien amener le Yoga Nidra sur la notion des 3 corps, puisque nous avons 3 corps. Dans notre vie, nous avons le corps physiologique comme on le connaît, hein, les muscles, les os, les veines. Nous avons le corps énergétique avec ce qui nous anime à l'intérieur. Je vous laisserai un jour, si vous avez le temps, de vous allonger. Vous prenez simplement le temps, comment dirais-je, de vous caler sur la respiration abdominale, l'inspire et l'expire. Et quand vous sentez que vous êtes pacifié, de porter votre attention dans les paumes des mains. Et vous allez voir tout ce qui vit à l'intérieur des paumes des mains, toute cette vibration que l'on a. C'est ça donc notre corps énergétique. Il est donc schématisé par les chakras, les nadis, etc., etc. Et nous avons donc aussi notre corps mental, souvent qui nous joue donc des tours. Donc voilà, donc c'est vraiment une technique qui nous amène dans une profonde relaxation, dans un sommeil conscient, dans une recherche aussi également sur nous-mêmes. J'enseigne donc aussi donc, ce fameux yoga sur chaise qui n'est pas, comment dirais-je, spécialement pour des personnes, comment dirais-je, d'un certain âge ou des personnes à mobilité réduite. Certes, il est parti d'un constat que ce n'est pas parce que nous sommes à mobilité réduite que nous n'avons pas donc, comment dirais-je, le choix de pouvoir travailler son corps. Et donc, le yoga sur chaise, c'est un yoga doux. Il est adapté, donc on part des postures du Hatha Yoga, et c'est un yoga donc, qui est adapté ou qui a adapté les postures pour donc, ce public. Un public donc personnes avec un âge avancé, un public avec, une mobilité réduite, je peux dire. Il peut être réduit passagèrement ou prolongé, malheureusement, ou des personnes qui passent beaucoup de temps au bureau. Et ce sont des pratiques très simples pour venir toujours chercher la verticalité et chercher vraiment cette résonance donc avec le souffle, toujours la fluidité avec les articulations, la souplesse et la respiration. Voilà. Je vais faire un tout petit peu récapitulatif sur le yoga et la santé, et ensuite je vais un peu parler donc du yoga et du diabète. Alors je vais mettre un bémol sur le diabète parce que je ne suis pas un docteur. Je sais ce que procure le diabète, les soucis que le diabète procure, et je vais vous expliquer en quoi donc le yoga peut donc aider les personnes qui sont atteints donc, de cette pathologie et qui peuvent très bien donc, noter, qui peuvent très bien vivre avec cette pathologie et l'accompagner donc, avec la technique de yoga. Donc, en gros, les bienfaits donc, du yoga sur l'homme,
toujours pareil, une profonde décontraction musculaire, nerveuse, régénération des muscles et des tissus, mais aussi donc des cellules, travailler sur la respiration, gagner donc cette souplesse, conserver et lutter, j'allais dire, contre le vieillissement, bien sûr, pas le vieillissement de l'âge, puisqu'on avance toujours, mais garder donc, comment dirais-je, le processus de régénérer donc les cellules. Toujours, vous m'entendrez toujours parler, si vous venez un jour dans mes cours, de la verticalité, de cette verticalité de la colonne vertébrale, parce que c'est le siège de tout. Quand vous voyez des gens qui sont penchés vers l'avant, eh vous pouvez vous dire que malheureusement, ils ont un diaphragme complètement, j'allais dire, contracté, absorbé, aspiré. Et là, la respiration, elle est complètement coupée. Et donc, de là, tout en découle. Toujours dans cet équilibre aussi, l'équilibre des fluides, l'équilibre de tout le système, j'allais dire, lymphatique, l'équilibre du sang, l'oxygénation du sang. Donc, tout ça apporte, tout le yoga apporte tous ces bienfaits-là. Bien sûr, la notion donc du travail pour équilibrer, je dis bien équilibrer, pas soigner le yoga, parce que le yoga n'est pas une médecine. Le yoga est un outil qui vient accompagner une prise en charge médicale. Donc voilà, il faut bien faire comprendre que souvent, les gens viennent au yoga peut-être pour chercher un médicament. Non, moi je dis souvent à mes élèves, je n'ai pas de cachet d'aspirine ou de Doliprane pour vous donner, pour vous accompagner dans votre chemin. Donc voilà, donc le yoga, c'est vraiment une notion d'accompagnement pour, par exemple, dans le contexte du diabète, pour accompagner une prise en charge donc, de cette pathologie. Donc voilà, il prévient aussi les maladies cardiovasculaires et aussi les troubles pulmonaires comme l'asthme, puisque dans les pratiques donc, de respiration dans le yoga, ces pratiques-là permettent donc aux personnes atteintes d'asthme de pouvoir, j'allais dire, ouvrir cette partie donc des bronches et pour pouvoir purifier tout cet espace au niveau donc pulmonaire. Voilà un impact sur le yoga et toujours garder ce côté, j'allais dire, positif sur soi, toujours chercher cet équilibre physique de la personne, cet accroissement de la flexibilité du corps, de la tranquillité donc de l'esprit, et également cette prise du recul. Voilà un petit peu les grandes lignes donc du yoga. J'ai parlé donc tout à l'heure de l'alimentation, je ne vais pas refaire là-dessus un petit speech sur l'alimentation, mais c'est vrai que moins vous consommez de choses riches, de choses grasses, de choses sucrées, mieux vous vous porterez. Hein. Bien sûr, quand je passe devant, j'allais dire, une boulangerie, j'adore les tartes à la fraise, je ne vais pas tourner mon regard pour une tarte à la fraise, mais bon, je ne vais pas en manger tous les jours. Mais voilà, il y a vraiment cette notion dans le yoga, dans la dimension du yoga, cette notion d'équilibre, donc qui passe aussi par l'équilibre aussi donc, de l'assiette. Donc, quand vous équilibrez votre assiette, je ne suis pas donc naturopathe ou docteur ayurvédique, mais quand vous équilibrez votre assiette, vous l'équilibrez en 3 parties. Voilà. Vous avez des sucres lents, vous avez des protéines et vous avez des légumes. Donc voilà, équilibrez votre assiette avec plein de couleurs parce qu'on commence à manger avec les yeux avant de commencer avec la bouche. Dernier petit sujet par rapport à l'alimentation et la manière que l'on mange. Manger pour manger, ça n'a rien de sens. Mais quand je dis de la manière que l'on mange, c'est de prendre conscience comment on amène donc la nourriture à la bouche et comment donc on mastique, comment comment dirais-je, on commence la digestion. Parce que la digestion, dans l'alimentation, elle commence dans la bouche. Vous ferez l'expérience de mâcher presque 1000 fois la bouchée que vous venez d'apporter à la bouche. Tant qu'elle ne s'est pas transformée en liquide, vous ne devriez pas l'avaler. Et donc, la digestion, elle commence dans la bouche. Et du fait que vous avez presque que du liquide dans la bouche, votre digestion, elle vous en remerciera parce que vous n'aurez pas de, comment dirais-je, de soucis de l'odeur, de soucis d'encombrement.
Et donc, comme la digestion, elle est déjà, j'allais dire, faite dans la bouche, eh bien, j'allais dire, le sang va être aussi, comment dirais-je, purifié. Donc, tout ceci a vraiment un lien vraiment avec corps, santé, esprit et nourriture. Voilà. Pour conclure sur le chemin, j'allais dire, de la santé, je vais vous parler donc un petit peu du yoga et donc du diabète. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur le diabète. Hein. Comme vous le savez, c'est la pathologie, j'allais dire, du 21e siècle. Et souvent, c'est souvent la cause, pardon, la cause donc de plusieurs facteurs. Manque d'activité, mauvaise alimentation, stress. Le mauvais stress, parce qu'il y a deux styles de stress. Le stress qui vous fait avancer, qui vous donne l'envie de faire les choses. Ça, c'est un bon stress. C'est l'adrénaline, j'allais vous dire. Et le mauvais stress par les soucis causés par la vie. Ça a vraiment un impact sur notre organisme et ça a un impact sur, j'allais dire, sur le diabète. Et aussi, des fois, donc, le côté, j'allais dire, héréditaire. Le yoga, donc, est une hygiène de vie qui prend l'être humain dans son ensemble. Et dans le cadre du diabète, il prend non seulement la personne dans son ensemble, mais il prend aussi, j'allais dire, la notion, j'allais dire, diabète, pancréas aussi. Hein. Cette notion, donc, j'allais dire, du yoga et du diabète, met l'accent donc sur vraiment l'équilibre du corps, de l'énergie et toujours on revient sur la notion du mental. Donc, pour garder vraiment cette notion sur la santé, sur cet équilibre. Le yoga donc traite ou du moins cherche à équilibrer l'ensemble. La médecine, elle, est un effet palliatif qui atténue les effets et les symptômes sans agir sur la cause. Ces deux éléments s'accompagnent et font partie d'une prise en charge pour trouver le but et le bon résultat. Si le travail est pris à la racine, à la cause, c'est-à-dire par exemple ou au stress, ou à l'activité, ou à l'alimentation. Donc, tout ceci donc, pour pouvoir vraiment aller vers un mieux-être et cet équilibre donc, du yoga. Sur un plan purement physique, émotionnel, il apporte donc cette relaxation, ce calme sur le système nerveux que souvent les diabétiques peut-être ont besoin parce que souvent, si c'est le stress qui cause cette notion de diabète, donc le yoga va apporter donc ce calme, cette relaxation, ce travail sur le système parasympathique et sympathique qui est au niveau de la colonne vertébrale et qui influe donc sur les organes, sur aussi notre cerveau. Il influe donc sur que ce soit le foie, le cœur et donc également ce fameux donc pancréas qui est à l'origine de cette pathologie. Donc le yoga va vraiment, comment dirais-je, rechercher l'optimal du fonctionnement, j'allais dire, des viscères, de la respiration et du corps donc, dans son ensemble. Voilà. Donc il en résulte par la pratique, donc une baisse de glycémie du fait que le glucose est absorbé par les muscles. Les organes sont stimulés, massés, le sang est fluidifié et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la digestion est beaucoup plus facile et de ce fait, les artères et les veines sont moins soulagées. Le yoga réinstaure donc cet équilibre, homéostasie, donc l'équilibre, cet environnement, j'allais dire stable, donc qui peut être la température du corps, la bonne oxygénation du sang, l'équilibre des muscles, des tendons, ce renforcement, j'allais dire, du système métabolique et immunitaire, un équilibre global intéressant. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire vraiment sur le yoga et le diabète. Ça a vraiment un impact parce que chaque
j'allais dire, posture va pouvoir solliciter, va pouvoir, comment dirais-je, oui, solliciter un organe, solliciter une partie de nous-mêmes pour vraiment essayer de canaliser. Et bien sûr, il a d'autres fonctions, hein, le yoga, par exemple, sur le cholestérol, sur la tension artérielle. Et j'ai 2-3 élèves, moi, qui sont dans mes cours et qui m'ont donc indiqué que par le biais donc, de cette pratique du yoga et de l'hatha yoga, qui est un tout petit peu plus, j'allais dire, dynamique que le yin yoga, on se sont aperçus que le diabète avait diminué, que, par exemple, le cholestérol aussi avait diminué, que la tension artérielle. Moi, j'ai une élève qui m'a dit la dernière fois, ça fait 6 mois qu'elle prend des cours avec moi, et d'une tension de 17, elle est passée à une tension de 12. Et c'est vrai que très peu de gens parlent d'eux dans les cours, mais quand vous avez comment dirais-je, des gens qui vous font un exposé sur leur pratique, ça consolide donc ce chemin que l'on qu'on peut, comment dirais-je, prendre avec la pratique du yoga. Donc, voilà donc le yoga, ce que peut nous apporter aussi bien sur la globalité de l'état de santé. Un point très important également que je voulais parler et il ne faut pas que je fasse abstraction, c'est la notion de la respiration. Donc, la respiration est un acte majeur dans notre vie, mais elle n'est que pneumatique parce qu'on respire que par automatisme. Cette notion donc de respiration, c'est vraiment la seule connaissance que l'on fait quand on vient au monde. C'est la seule personne, si je peux dire, la respiration est une personne, c'est la seule personne que l'on peut connaître directement, puisque en venant au monde, eh bien, c'est la respiration qui nous ouvre vers le monde, puisqu'elle vient ouvrir nos poumons. Et la respiration dans le yoga, elle se traduit par la forme de pranayama. Et le pranayama dans le yoga, c'est l'art de la maîtrise du souffle, le souffle conscient. Il prend une grande place dans cette pratique, comme dans toute autre discipline qui en font usage, parfois sans apporter les précisions très techniques et très précises des pranayamas. Le pranayama doit être abordé vraiment par paliers, en respectant la personne, la santé de la personne. C'est vraiment le yoga qui a vraiment, comment dirais-je, délivré cet art de l'apprentissage du souffle, car rien n'a été inventé par d'autres techniques. C'est le yoga qui a vraiment, comment dirais-je, fait découvrir l'art du souffle, l'art du pranayama, parce que le yoga est millénaire. Donc, il peut être effectué, donc l'art du pranayama peut être effectué dans les postures ou peut être effectué simplement avant les postures ou après les postures, dans un ensemble qui correspond, qui comprend et les kriyas, les techniques de purification, et les pranas, les techniques donc de respiration, pour nous amener à un équilibre et à maîtriser ce souffle, car ce souffle donc nous accompagne malheureusement et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, de la naissance à la mort. On prend le souffle à la naissance et on renvoie le souffle à la mort. Et donc, ce que j'encourage à dire, c'est soyez, j'allais dire, respectueux de votre respiration. Faites comme si votre respiration était une personne à part entière en vous. Elle fait partie de vous. Donc, voyez, soyez vraiment vigilants, presque amoureux, comme si c'était votre femme, votre homme. C'est vraiment, vraiment quelque chose à chérir, la respiration. Elle se décline donc par 4 phases. L'inspiration, même si on ne s'en rend pas compte, dans la journée, on inspire et il y a une phase de rétention qu'on ne s'aperçoit pas, mais elle y est. Entre l'inspire et l'expire, il y a une phase de pause qu'on appelle kumbhaka, antarkumbhaka. Et il y a la phase d'expiration et il y a la dernière phase qui est la phase de rétention à vide
aussi qu'on ne s'aperçoit pas dans la respiration pneumatique, c'est la phase de Baya Kumbhaka. Et cette notion donc de rétention, on s'en aperçoit vraiment quand on maîtrise le souffle. Et la maîtrise du souffle, c'est une action que l'on fait pour pacifier donc ou le mental, pour équilibrer le souffle, pour allonger les souffles, pour allonger la vie. Plus le souffle sera long, plus vous aurez une vie longue. Voilà. Donc le souffle est au centre du fonctionnement humain sur un plan psychologique, énergétique et sur un plan mental. Tout changement dans notre vie a une incidence vraiment sur le souffle et réciproquement, le souffle peut avoir une incidence donc sur notre vie. Donc on peut, si vous voulez, le moduler à volonté dans le yoga. J'explique comment le moduler parce qu'on peut l'amplifier, on peut le rythmer, on peut l'arrêter. Donc, je m'explique. Donc, il y a donc différentes façons d'utiliser le souffle et pour amener le souffle de se défaire des tensions physiologiques, mentales et de calmer donc l'équilibre. Ces phases, donc ces techniques sont associées donc, j'allais dire, à des bandas, à des verrous. Et donc ces verrous sont associés, ont des noms particuliers, donc un Mula Bandha, qui est par exemple le verrou de la base, qui se situe au niveau donc, du sphincter, Uddiyana, qui est la rétractation de l'abdomen, et ensuite Jalandhara Bandha, qui est le verrou de la gorge. Pourquoi il faut utiliser ces verrous dans la respiration contrôlée? Je dis bien dans la respiration contrôlée, c'est pour éviter de disperser l'énergie. Si vous avez par exemple une personne qui a de la tension artérielle et qui ne vous a jamais dit qu'elle a de la tension artérielle et qui fait des techniques de pranayama très poussées, ou une personne qui a des glaucomes, si elle ne met pas les mécanismes de verrou, c'est-à-dire Jalandhara Bandha, on appuie le menton dans la gorge, Mula Bandha, on amène donc la contraction du sphincter anal. De ce fait, on fait monter l'énergie au niveau donc de l'abdomen. Et si cette personne donc fait mal ses verrous, elle amène une pression supplémentaire au niveau de sa tension artérielle. Donc vraiment, il faut prendre vraiment au sérieux la technique des pranayamas, la technique des souffles et l'accompagner vraiment avec tous ces aspects pour maîtriser tout ça. Voilà, donc voilà un petit peu ce que le pranayama peut nous procurer, vraiment cet équilibre physiologique énergétique, non pas uniquement sur l'aspect de la respiration, mais pour apporter vraiment aussi de l'oxygène en nous, de l'oxygène dans le sang, pardon, purifier aussi ce qu'on appelle les nadis, Ida et Pingala, donc les canaux énergétiques, purifier cet espace énergétique permet aussi cette assimilation donc, de l'oxygène et il procure vraiment un espace, j'allais dire, méditatif, suivant comment on l'amène. Si on l'amène paisiblement pour préparer une méditation ou si on l'amène vraiment avec énergie pour purifier, j'allais dire, l'espace mental, puisqu'on peut travailler sur le mental avec les pranayamas ou sur l'espace, j'allais dire, énergétique. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur la respiration. Elle est vraiment donc vraiment à prendre au sérieux et elle doit être vraiment, comment dirais-je, accompagnée de quelqu'un qui maîtrise la respiration, d'un enseignant, de professeur de yoga ou quelqu'un d'autre qui a étudié le pranayama. C'est vraiment, j'allais dire, une science. Voilà. La maîtrise du... Oui, voilà. Jeff, je c'est pense bon. que nous avons appris beaucoup de choses. Ouais. Mais j'ai fini de toute façon. Non, mais il y a encore de la place. On va peut-être laisser la place aussi à nos téléspectateurs aux questions de ces personnes qui ont suivi cette conférence. Sandrine
Écoutez, si les personnes veulent se manifester, donc vous pouvez dès à présent poser vos questions. Sinon, pour le moment, je n'ai pas encore de questions à mon niveau. D'accord. Annie, peut-être à ton niveau, non? Ton micro. Non, je n'ai pas de questions au niveau du chat, mais si les gens souhaitent prendre la parole, ils peuvent le faire en ouvrant leur micro. En tout cas, merci Jeff, c'était une conférence. Non, de rien, de rien, de rien. J'espère que je n'ai pas été trop bavard. Bon, il y a beaucoup de choses à dire donc sur le yoga. C'est vrai que c'est vraiment une pratique, j'allais dire vraiment d'exploration. Il faut mettre de côté cette notion, j'allais dire, de pouvoir se positionner la tête, le pied derrière la tête. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment cette, cette recherche de calme, cette recherche de connaissance de soi pour vraiment un bien-être. Et je vous promets que quand vous maîtrisez, j'allais dire, une posture et que, bien sûr, vous la maîtrisez avec l'histoire que vous avez avec votre corps et que vous arrivez à pacifier le souffle, parce qu'il faut savoir que le souffle, il est grossier jusqu'au niveau du cœur. Le souffle part de la base, de la naissance, part de la colonne vertébrale. Et le souffle influe cette énergie donc de la Kundalini. Et le souffle, il est, j'allais dire, grossier jusqu'au niveau donc j'allais dire du cœur. Quand je dis le cœur, c'est pas le cœur physique, c'est la position donc du chakra Anahata qui correspond donc au souffle, qui correspond au prana, à l'énergie vitale. Et il est encore grossier. Et quand je dis à mes élèves, quand vous sentez que ça fait comme si ça faisait une bouteille de champagne, ça fait pchit au niveau de la gorge, là, vous avez réussi à vous dégager de cette ignorance, réussi à vous dégager de la souffrance, réussi à vous dégager de la posture pour rentrer vraiment dans cet état de recherche, dans cet état de pacification, dans cet état d'union. Il faut vraiment que ce souffle fasse le chemin. Et pour finir, simplement, le yoga, on pourrait le définir comme quelqu'un, comme un paysan qui plante une graine et tous les jours, il vient arroser cette graine. Cette graine, elle devient un arbre, puis elle devient une fleur et elle devient un fruit. Eh bien, le yoga, c'est ceci, la graine jusqu'au fruit. Et il faut prendre le temps et être humble, vraiment, et comment dirais-je, s'encourager, se féliciter à chaque instant. La route est difficile, mais elle en vaut la peine. Sur ces bonnes paroles, Jeff, merci beaucoup. De rien. Pour tes lumières. Si nos téléspectateurs ils ont des questions, ils peuvent nous retrouver par Facebook et par tous les canaux digitaux et même nous téléphoner sur notre numéro très connu, le 947 700. Oui. Excuse-moi, Georges, simplement, voilà, on a ajouté donc sur l'écran, donc ils peuvent me joindre donc à mon adresse mail jeffthiébaut@hotmail.fr ou au 06 92 79 42. Mon pôle d'activité est basé donc au centre Mutaforme à Quartier des Camélias. Ils peuvent et je les encourage à venir faire un cours d'essai et je les invite à un cours d'essai. Ce n'est pas bien sûr à un cours d'essai que l'on s'aperçoit de ce qu'est le yoga, mais au moins de voir déjà une prise de contact avec moi, puisqu'il y a aussi la notion, comment dirais-je, d'échange avec le professeur et avec celui qui reçoit. Il y a vraiment, est-ce que le courant passe? Il y a vraiment cette notion donc d'unité. Voilà. Merci beaucoup. Et si on a des informations, on ne manquera pas de retourner tout ça vers toi.
Un grand merci à toute l'équipe, à tout le monde. Moi, je vous donne rendez-vous et je vous invite. Vous savez, on a maintenant les conférences du bien-être ont commencé. Juste une info. Le 13 et le 22 septembre, nous avons une conférence sur, on parlait de la respiration, ce sera sur la respiration, animée par M. Leonardo Pelagotti, qui est actuellement dans notre département. Voilà, je vous donne rendez-vous le 13. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Merci à vous. À bientôt. Namasté, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée, merci. Merci, Jeff. De rien.